sur la Space TV par WebAgri. Alors aujourd'hui, je suis avec Jérôme Huette, directeur du BTPL. Bonjour Jérôme. Bonjour. Alors on va parler d'agriculture régénératrice. Alors c'est quoi ce terme? Qu'est-ce que c'est l'agriculture régénératrice? Alors l'agriculture régénératrice, c'est un terme qui est souvent pas très bien compris, puisque par exemple, j'entends souvent des éleveurs qui vont nous rétorquer que lorsqu'on parle d'agriculture régénératrice, ça sous-entend qu'on a dégénéré en fait le sol. Or il ne s'agit pas vraiment de ça, il s'agit plutôt d'une plus grande échelle. Puisqu'en fait, l'agriculture régénératrice va poser comme question à l'éleveur comment moi j'interviens pour diminuer l'impact du réchauffement climatique, ou comment j'interviens pour régénérer, non pas mon sol, mais notre environnement que l'ensemble de l'activité humaine a contribué à dégrader. Alors c'est quoi la différence avec l'agriculture de conservation? Est-ce que ça se ressemble ou pas? Ça se ressemble, effectivement. Alors je ne suis pas un expert agronome, mais ça se ressemble énormément, à la différence que l'agriculture régénératrice va intégrer complètement l'élevage en fait, dans ses principes. Chose que l'agriculture de conservation des sols est plus tournée agronomie. Alors comment ça s'applique justement parce qu'il y a une partie sur les cultures, une partie sur l'élevage. Quels sont les leviers en fait, qu'on peut actionner? Alors, le principe de l'agriculture régénératrice, c'est de maximiser l'activité biologique du sol. Et donc, ça va, par exemple, comprendre l'usage des effluents, enfin la valorisation, la maximisation des effluents d'élevage pour activer la vie biologique des sols. Ça va être également la valorisation des prairies dans la rotation des cultures pour favoriser le stockage du carbone. C'est deux exemples, alors, il y en a d'autres. Après, on pourrait parler aussi des couverts végétaux, enfin d'avoir des couverts végétaux en permanence, c'est donc de la valorisation, pourquoi pas fourragère de ces couverts, et ainsi de suite. Ok. Alors justement, pourquoi le BTPL? J'étais étonnée que le BTPL s'y intéresse. Alors, comme je viens de le dire, je pense que ça se marie très très bien. Enfin, c'est pas que ça se marie, c'est que ça intègre complètement l'élevage. Et je pense que ça peut être une opportunité, et notamment une opportunité économique. Et on est en train de le mesurer, on va être en train de le mesurer pour les éleveurs. Et puis aussi parce que pour la filière et pour nos interlocuteurs que sont les coopératives ou les industriels laitiers. Alors, excusez-moi, il y a un mot derrière qui me gêne un peu. L'agriculture régénératrice permet de faire la synthèse, en fait, si vous voulez, de pas mal d'enjeux de la filière, que ce soit des enjeux autour du carbone, autour de la biodiversité, autour du bien-être animal ou encore du lait de pâturage, par exemple. Et ça permet de faire une synthèse de tous ces éléments et d'avoir un sujet cohérent, un sujet unique, dans lequel on va traiter tous ces enjeux, plutôt que d'avoir des sujets qui vont être traités les uns à côté des autres et qui, in fine, finiront par fatiguer les éleveurs. Si tous les 4 matins, on arrive pour leur dire tiens, aujourd'hui, on va faire un diagnostic carbone, demain, un diagnostic bien-être, et ainsi de suite. Bon. Là, ça permet d'avoir quelque chose. Voilà, c'est ça. Okay. Justement, vous avez monté un groupe d'éleveurs? Alors, oui, donc, nous avons un groupe pilote dans les Hauts-de-France avec un de nos partenaires une coopérative des Hauts-de-France, où pendant 5 ans, nous allons les accompagner pour faire évoluer leurs pratiques pour tendre vers l'agriculture régénératrice et puis mesurer les gains. Alors que ce soit des gains en termes de production, que ce soit des gains en termes économiques, que ce soit des gains en termes de temps de travail, d'organisation, et puis également de mesurer les difficultés ou voir les impasses. Donc on arrivera dans des situations où le changement de pratique est trop important et il est impossible. Bon, voilà, donc on actera. Et puis dans un certain nombre d'autres cas, on essaiera de lever les difficultés. L'enjeu de ce groupe pilote étant de travailler sur toutes ces difficultés pour ensuite l'étendre à un plus grand nombre. Là, on travaille sur une dizaine d'éleveurs, l'objectif étant derrière de s'adresser à un public beaucoup, beaucoup plus large. Et justement, sur les gains, sur le volet économique, qu'est-ce qu'on peut attendre de changer ces pratiques comme ça? Alors aujourd'hui, je n'ai pas vraiment de référence sur le sujet, et je ne pense pas qu'il en existe beaucoup, d'expérience de terrain, je veux dire. Après, les gains que l'on attend, ça va être des gains d'un point de vue, par exemple, diminution des intrants, diminution des engrais, diminution des produits phytosanitaires. Ça va être également une amélioration possible des rendements fourragers. Voilà. Bon, les gains, tous ces gains économiques, comme je vous le dis, on doit les mesurer. Et voilà, pour l'instant, c'est un petit peu trop tôt, à mon niveau en tout cas, pour en parler. Mais justement, on pourra avoir des premiers résultats à partir de quand? Alors, là, le projet est commencé cette année. Donc là, on est plutôt sur l'année, entre guillemets, étalon. Et ensuite, dès l'année prochaine, en fonction des changements de pratiques qu'on observera chez les éleveurs, on pourra commencer. Alors peut-être que l'année prochaine sera un petit peu court, mais dans 2 ans, à partir de l'année 3, en fait, on va pouvoir commencer à les mesurer. Et l'idée étant de les mesurer comme ça pendant 5 ans. Ok, on se donne rendez-vous en 2024 pour les premiers résultats alors. Voilà. Ok, merci beaucoup. En attendant, vous pourrez retrouver d'autres sujets faits en lien avec le BTPL sur WebAgri.